dans les universités, les sociétés en contexte d'oralité aujourd'hui, il y a deux repères. Le premier repère, c'est que aussi bien en matière d'encadrement, de mémoire, des thèses, que d'écriture scientifique, les articles, les ouvrages, etc., nous appliquons ce que j'ai décidé d'appeler le modèle bibliographique. C'est celui qui veut que dans l'écriture d'une documentation scientifique, nous devons présenter en amont la revue de la littérature écrite et en aval la bibliographie encore écrite. Si bien que quand un étudiant de master vient vers l'un quelconque des enseignants demander à travailler sur un auteur, on dit « Avez-vous les ouvrages ?» Ça veut dire que s'il n'y a pas d'ouvrage, on ne peut pas choisir un sujet de recherche, alors que nous sommes précisément dans les sociétés en contexte d'oralité où le patrimoine historique est cultivé, stocké et transmis de génération en génération à travers les supports oraux que sont les proverbes, les contes, les mythes et les légendes. Comme il n'y a pas de support écrit, parce que l'exigence de l'initiation, c'est la discrétion. Donc, il n'y a pas d'écrit. Et comme il n'y a pas d'écrit, on ne peut pas faire de la recherche là-dessus. La conséquence pratique, c'est que nous travaillons sur le commentaire des travaux produits par des auteurs occidentaux ou asiatiques. C'est pour ça que quand nos étudiants sortent de nos établissements, leur esprit est coupé de la réalité où ils vivent. C'est la cause principale du chômage. Donc, de ce point de vue, le chômage est un peu institutionnellement fabriqué, entretenu. Que par la suite on crie au chômage, il n'y a pas de raison. Donc voilà le premier élément, la première manière par laquelle les universités, les sociétés en contexte d'oralité fonctionnent. Le deuxième élément, c'est que puisque nous travaillons sur les résultats des autres, nos universités seront perpétuellement absentes du marché mondial des idées et technosciences. Donc nous irons toujours pour acheter et nous n'aurons jamais rien à vendre puisque nous ne produisons pas, étant donné que nous nous contentons de faire nos commentaires de ce que les autres ont produit. Donc nous faisons un peu la propagande de la pensée occidentale. On parle de l'Afrique, comme on dit, Paul Ricoeur et l'Afrique. Dernièrement, il y avait un colloque à Douala, Paul Feyinabel et l'Afrique. Ça veut dire, on ne pense qu'en Occident, en Afrique, on ne sait pas penser. Voilà pourquoi nous devons consommer les produits de l'Occident. À partir de ce moment-là, nous faisons mentir Descartes, qui a dit que le bon sens était la chose du monde la mieux partagée. Et à partir de là aussi, nous faisons mentir l'histoire, parce que l'histoire montre précisément que c'est en Égypte pharaonique nègre. Le caractère nègre a été démontré au colloque du Caire en 1974. Et l'un des grands acteurs de ce colloque est bien avec nous, en la personne du professeur émérite Théophile Obengue. Donc l'histoire dit que c'est l'Égypte qui a formé la Grèce. Après, la Grèce a développé, certes, et c'est ce développement que la Grèce a effectué, que j'ai appelé origiment, en combinant, encore une fois, la racine de origine avec la terminaison de commencement. Le deuxième moment, c'est l'épistémoéthique elle-même. Comment l'envisage-t-on? Alors, quand j'ai constaté que le système d'enseignement et de recherche dans lequel fonctionnent les universités et les sociétés en contexte d'oralité est en coupure, en rupture et en incompatibilité forte avec les besoins de la société dont le patrimoine est précisément stocké dans les supports oraux que sont les mythes et les légendes, dont le caractère oral ne permet pas aux universités de les étudier parce qu'ils sont oraux, alors que le modèle bibliographique exige des supports écrits.
Quand j'ai constaté ça, j'ai travaillé à concevoir un modèle qui capitalise l'oralité et l'écriture pour mettre les deux éléments synthétiquement ensemble à la disposition des chercheurs, et ainsi un étudiant qui prend un sujet sur l'oralité ne recevra plus un refus de l'encadreur, parce qu'il y a désormais un modèle qui permet de surmonter la difficulté, notamment l'absence de la documentation écrite concernant la période antécoloniale de notre histoire. On veut savoir comment l'éducation se mène au Congo. Épistémo-éthiquement, première chose à faire, c'est le diagnostic historique qui permet de répondre à cette question en prenant les données de la période antécoloniale et de répondre à cette question aussi en prenant les données de la période coloniale, puis celle de la période post-coloniale, celle d'aujourd'hui. Quand nous avons fait cela, on compare, on va voir qu'il y a des éléments endogènes et il y a des éléments exogènes. Puis, en ayant ce résultat de ce que j'appelle le diagnostic historique, nous comparons ce résultat avec l'actualité, la réalité de 2024 en termes d'aspiration et d'attente des citoyens. Quand nous faisons cette comparaison, déjà nous-mêmes, nous sommes devenus des êtres endo-exogènes. Quand vous me voyez debout, qu'est-ce qu'il y a de Congolais en moi? À part la prétention d'être Congolais, il n'y a plus rien. Visiblement, il n'y a rien de Congolais en moi. Même la langue dans laquelle on parle, les micros, tout, il n'y a rien de Congolais. Il reste peut-être 5% de la mémoire qui fait que, quelque part, je puisse me retrouver comme Congolais. À partir de ce moment-là, on fait cette confrontation entre le résultat de diagnostic historique avec la réalité d'aujourd'hui qui est endo-exogène. Le but de cette confrontation, c'est de dégager le seuil critique ou la pondération, c'est-à-dire dans l'être endo-exogène que nous sommes devenus, quel est le poids en termes quantitatifs ou qualitatifs, le poids de l'endogénéité par rapport à celui de l'exogénéité. C'est quand on réussit à mesurer ce poids-là, quantitativement ou qualitativement, quand on aura fait la confrontation. À partir de ce moment où nous aurons compris, par exemple, que nous sommes désormais à 95% exogènes et seulement à 5% endogènes, mais nous sommes endo-exogènes, à partir de ce moment, on revient sur le problème de recherche dont nous étions partis. Et comme la société est en incompatibilité forte avec l'université, alors l'étude épistémo-éthique aboutit toujours à des résultats endo-exogènes, c'est-à-dire la combinaison des valeurs endogènes qui persistent, qui résistent au temps. Bachir Diagne a fait un article en 1991 intitulé « L'avenir de la tradition ». Nos valeurs anciennes comme la solidarité qui résiste, ces valeurs-là, donc, sans la tradition. Et c'est en ce sens précisément technique que je prends la notion de tradition. Donc, nous proposons, et c'est le troisième moment, celui de la projection, nous proposons une solution au problème étudié sous 4 dimensions. La première dimension est épistémique. Ici, on ressort les valeurs qui résistent au temps, comme vient de dire Bachir, et qui nous peuvent être utiles aujourd'hui, de façon à pouvoir intégrer les programmes scolaires et universitaires. La deuxième dimension est éthique. L'éthique, c'est l'ensemble des valeurs humaines partagées. Dans chaque communauté humaine, il y a une morale. C'est l'ensemble des règles qui définissent le bien et le mal. Et ces règles-là varient d'une communauté à une autre. En même temps qu'elles varient, c'est-à-dire sont divergentes, mais il y en a aussi qui sont convergentes, comme le désir de justice, c'est universel. Et parce qu'une valeur comme celle-là est universellement partagée, alors elle intègre l'éthique. C'est pour ça que je dis même éthique universelle, c'est une tautologie, parce que par principe, ne n'intègre l'éthique
que d'autres valeurs universellement partagées, pour améliorer le dispositif juridique qu'il y a aujourd'hui. Nous avons fait il y a 2 ans une étude à travers le pays, commandée par le Conseil consultatif de la femme sur l'émancipation et la participation politique de la femme congolaise. Nous avons découvert des choses. C'est vous dire que là, nous sommes en terrain presque, je ne dirais pas conquis, mais connu. Au sens où une ethnie est une communauté humaine ayant un territoire géohistorique, ayant un code éthique et ayant une langue d'expression. J'en profite là pour souligner que les historiens congolais définissent l'affaire là, ils parlent d'Ingala, bon. Mais on ne peut pas définir un peuple par une langue. Aujourd'hui, à l'ère de l'immigration, quand vous allez dans un pays étranger, la première des choses à faire, c'est d'apprendre la langue du milieu d'accueil pour faciliter l'insertion. Maintenant, si on vous définit par la connaissance de la langue, on n'a pas atteint l'âme. C'est le code éthique. Parce que c'est le code éthique qui voyage avec nous partout où nous allons, même sans bagage. On dit chez nous, on ne fait pas ça. Alors, et la dernière dimension est d'ordre institutionnel. Les résultats de l'étude que nous avons menée, qui sont endo-exogènes, quels sont les éléments en termes de recommandations qu'ils nous livrent pour pouvoir améliorer l'organisation institutionnelle d'un pays comme celui-ci. Donc, la première partie de l'étude épistémo-éthique, c'est ça le contenu. On fait le diagnostic historique, on fait la confrontation du résultat du diagnostic historique avec la réalité d'aujourd'hui. De cette confrontation, nous tirons 4 types de recommandations successivement sur les plans épistémiques, éthiques, juridiques et institutionnels. Alors, la dernière partie, c'est en quoi l'épistémo-éthique ainsi décrite serait-elle l'horizon de la recherche de la vérité dans les universités de société en contexte d'oralité. Quand on dit recherche, même quand on dit ministère de la recherche, on oublie toujours de préciser qu'il s'agit de la recherche de la vérité. C'est bien de préciser cela pour qu'on sache ce qui nous attend et ce que l'on doit faire. Les universités, les sociétés en contexte d'oralité travaillent de façon fonctionnelle, c'est-à-dire que les acteurs, le statut nous donne 3 missions, monsieur le vice-doyen l'a rappelé, l'enseignement, la recherche et le service à la communauté. J'ai déjà fait 12 ans dans cette maison et je pense que l'enseignement nous faisons bien, la recherche nous faisons à peine, le service à la communauté nous ne faisons pas. Parce que ceux qui devraient faire du service à la communauté, c'est-à-dire mener des études et pouvoir rendre des avis techniques motivés, ceux-là sont déjà dans les ethnopartis. Ça fait que lorsque la logique de l'étude amène à un résultat donné, au moment de présenter et défendre ce résultat, le gars va se retenir parce qu'il sait par ailleurs qu'il est membre de l'ethnoparti, soit au pouvoir, soit de l'opposition. Et là, la conclusion est biaisée. Là, ce n'est plus de la science. On fait de l'idéologie en pleine faculté. La société congolaise appauvrie nous paye. Quand même, nous devrions être dignes, même si ça fait 2 mois qu'on n'est pas payé. Nous devrions être dignes de ce qui nous arrive comme traitement. En méritant ça, comme ça on dit, l'universitaire a parlé. Il y a un certain crédit, une certaine présomption de bonne foi. Mais quand nous nous mettons à tergiverser au rythme des situations, on sort de la logique de l'université. Et c'est pour ça que moi j'ai refusé d'adhérer aux ethnopartis. Parce que je voudrais me tromper quand ça arrive et j'ai le temps de me rattraper, mais je ne voudrais pas vendre ma conscience pour dire ce qu'on voudrait que je dise, alors que ceux qui me demandent de dire ce qu'ils veulent que je dise ne me demandent pas de leur dire ce qu'ils doivent dire. Et ça, c'est quand même extraordinaire. Donc, comme nous sommes absents du marché mondial des idées, parce que notre modèle de recherche et d'enseignement ne nous permet pas de produire des résultats ni pertinents, ni résilients, ni performatifs, et comme par ailleurs tout le travail que nous faisons est évalué selon des modèles d'évaluation conçus à l'étranger, notamment le modèle de Shanghai du professeur Li, mais dans l'épistémo-éthique et l'obligation de l'histoire au commerce, vous voyez bien que j'ai repris les 4 questions que le professeur Li s'était posées au moment d'élaborer son modèle.
Il y a la quatrième question porte sur la situation des universités chinoises. Ça veut dire qu'il y a toujours du patriotisme dans tout ce qu'on fait, y compris au niveau de la recherche, bien que par ailleurs, je défends de la thèse que le chercheur doit être un citoyen du monde, c'est-à-dire au lieu d'être fonctionnaire de son État, qui le paye certes, ou il est né par accident, mais par la nature des résultats que nous présentons, alors nous avons l'obligation de faire en sorte que nous travaillons dans un pays, mais les résultats auxquels nous parvenons sont utiles pour l'humanité. Le téléphone là n'a pas été fait au Congo, ni le micro non plus. C'est cela justement le caractère universel du résultat. La science est universelle, non pas par son objet, non pas par sa méthode. La vraie méthode suit la nature des objets soumis à l'investigation et non nos préjugés ni nos perceptions. Donc la science n'est universelle ni par l'objet, ni par la méthode, mais par son résultat. À partir de ce moment-là, comme notre travail est apprécié selon un modèle conçu à l'extérieur et qui ne tient pas compte de la réalité des universités africaines, on comprend pourquoi tout le temps les classements des universités africaines sont toujours médiocres. Ce n'est pas que nous soyons si médiocres, mais c'est la nature du modèle d'évaluation qui a un impact sur la nature des résultats qui sont les nôtres. Donc, de cette façon, comme le critère qui va prendre en charge la spécificité de nos universités, c'est la pertinence, à partir de ce moment, si les universités, par ailleurs, se mettent à fonctionner en tenant compte de cet élément, dans les évaluations, dans 15 ans, dans 10 ans, on peut penser que nos résultats vont s'améliorer parce qu'on tiendra compte du fait que là, l'électricité n'est pas garantie, mais on voit la force, l'effort que les gens déploient pour travailler quand même, alors qu'ailleurs, une coupure d'électricité, c'est 1 minute et ça vient tous les 12 ans. Nous avons des universités, puisqu'il y a de Sassou Nguesso, qui ont un statut particulier, avec les 3 missions enseignement, recherche et service à la communauté. Mais nos universités jouissent d'une autonomie administrative et de gestion, bien que l'essentiel du financement vienne de l'État, c'est-à-dire du contribuable. Or, dans le fonctionnement, nous ne tenons pas compte des intérêts du contribuable, puisque l'imaginaire collectif est enfermé dans l'oralité, que nous n'étudions pas, parce que le modèle que nous avons adopté, le modèle bibliographique, exige qu'il y ait la bibliographie, la revue de la littérature écrite en amont et la bibliographie en aval. Ce décret-là va être réglé avec le modèle épistémo-éthique. Je sais, la structure des révolutions scientifiques de Poul, au début là, on dit mais qu'est-ce qu'il raconte? Et bon, peut-être dans 15 ans, ça sera plus clair et à ce moment-là, on regardera. Parce que les hommes politiques devraient demander des études avant de faire des projets de société. Ce n'est pas aligner des intentions 1, 2, 3. Après, il n'y a aucune cohérence entre les deux. Et après, ça porte sur les effets et ça ne prend pas en compte les causes. Et tout l'argent qu'on met dans les effets, c'est du temps perdu. Et de l'argent perdu, la situation du contribuable ne change pas. Le deuxième enjeu, c'est la réconciliation entre l'université et la société. Si nous travaillons sur l'oralité, en ce qui concerne la chaîne entre la période antécoloniale et la période coloniale, alors on va voir que la plupart des problèmes auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui, comme État, ont eu des solutions dans le passé. Mais comme nous avons tourné le dos au passé, en important un modèle exogène sans l'avoir acclimaté, je prends l'exemple en économie. On sait comment créer la richesse. Mais le seul hic de tous les États, c'est qu'ils ne savent pas comment redistribuer la richesse équitablement. Or, dans les modèles traditionnels, j'ai étudié ça dans diversité culturelle et construction de la nation au Congo, j'ai fait un schéma. Il y a un modèle classique. Quand un chasseur a été en forêt, on sait que l'omoplate, on sait que telle partie c'est pour tel, c'est connu d'avance. On ne touche pas à ça. C'est comme dans la Constitution, une disposition est intangible. Si on ne fait pas comme ça, le revenu d'un pays profite à une minorité et la majorité ne voit pas clair pour rien. Alors que dans nos traditions, il y avait déjà ces solutions-là. Quand j'ai dit comme ça, je vous remercie.
Je pense que c'est une très belle initiative et le travail est très fécond. Si on peut lire le texte et chercher la fécondité épistémologique qu'il y a là-dedans, on pourra normalement reconstruire l'histoire de nos sociétés parce que la science relate un peu l'histoire de l'Afrique après la période coloniale. Mais avant la période coloniale, vite fait on comprend que l'écriture n'existait pas et c'est très difficile de reconstituer tout ce passé. Donc si on peut valoriser ce modèle de recherche, je pense que ce sera un atout important. Ce que j'ai retenu, c'est qu'il faut promouvoir les traditions orales et pour les reconstituer, il faut procéder par le modèle dont il appelle le modèle épistémo-éthique qui permet, n'est-ce pas, de comprendre les savoirs endogènes, les savoirs exogènes en procédant par la reconstruction du passé sans négliger les bases laissées par nos traditions ancestrales. Si je respecte bien les propos de l'auteur de ces propos, l'histoire que nous avons étudiée et ce que nous étudions jusqu'aujourd'hui sur nos bancs d'école ne reflète pas vraiment la réalité. Nous sommes en une espèce de supercherie, de tromperie généralisée, mais que nous étudions comme étant une réalité. Et donc l'épistémo-éthique vient ici comme pour redresser ces torts-là et rétablir une véritable voie pour la recherche vers la vérité.